Vous êtes journaliste et diplomate tunisien, ancien ambassadeur de la Tunisie à l'UNESCO entre 2009 et 2011. Votre regard nous intéresse, c'est une attaque spectaculaire et sanglante, comme la Tunisie n'en avait pas connu depuis très longtemps. Sousse, c'est aussi un symbole qui désormais est un symbole de sang versé. Oui, c'est exact. Attaque spectaculaire, sanglante et néanmoins prévisible. Comme je le dis et je le répète depuis 4 ans, aussi bien par rapport au péril islamo-terroriste en Tunisie que par rapport à ce péril en France. C'était, je le dis et je le répète, prévisible, et le pire est à craindre. Parce que, voyez-vous, il ne s'agit pas d'actions méticuleusement ciblées et puis restreinte dans le temps. Il s'agit d'une guerre complète et globale contre l'ensemble des pays qui sont concernés d'une façon ou d'une autre par la question de l'islam, si vous voyez ce que je veux dire. Je viens d'écouter le président Béji. Appeler à une stratégie globale, oui, mieux vaut tard que jamais. Encore faut-il appliquer une stratégie locale. Locale. Parce que cette stratégie n'existe pas. Je vais prendre juste un exemple. Et je le dis vraiment amicalement par rapport au président de la République. Je sais qu'il voudrait et qu'il souhaite ardemment faire beaucoup plus. Il faudrait donc commencer par s'émanciper, j'allais dire se libérer de son allié devenu encombrant, son allié islamiste. Il devrait secondo remettre en vigueur une loi antiterroriste qui existe depuis 2003 et qui a été désactivée en 2011 à la suite de la révolution que vos collègues journalistes avaient baptisée la révolution du jasmin et que j'avais appelée moi-même la révolution bouazizienne. Il faudrait réactiver. Vous voulez remettre les lois de Ben Ali? Et il faudrait remettre les lois de l'État tunisien. De l'époque de Ben Ali. De l'époque de Ben Ali, assurément. Parce que voyez-vous, monsieur, je m'attendais un peu à cet argument qui joue beaucoup sur la moraline et sur l'idéologie des droits de l'homme. Non, j'essaye de comprendre, vous voulez en... Si vous essayez de comprendre, je vais vous dire que le danger islamo-terroriste n'était pas, comme on l'avait dit à l'époque, de façon fallacieuse, un épouvantail. C'était un péril bien réel. Cette loi, voyez-vous, si vous voulez comprendre, cette loi a été adoptée en 2003, c'est-à-dire quelques mois après l'attentat sanglant, meurtrier et barbare contre la synagogue de Djerba, la Greba. C'était en avril 2002, oui, pardon. Rappelez le contenu de cette loi. Pourquoi est-ce qu'elle aurait changé quelque chose? C'est une loi parfaitement aux normes onusiennes. Les juges antiterroristes, dont certains d'ailleurs ont précipitamment quitté la Tunisie en janvier 2011, c'est-à-dire au moment de cette anarchie et de cette révolte sociale qui n'était pas une révolution, comme on essaye de le faire croire jusqu'à présent, et ils ont quitté précipitamment la Tunisie. Ces juges qui sont, pardon, c'est très important, beaucoup ne le savent pas, ces 7 juges antiterroristes ont fait un stage auprès des Nations Unies. Et lorsqu'ils ont contribué à l'élaboration de cette loi antiterroriste, ils avaient en mémoire et dans l'esprit ces normes onusiennes. Alors moi je dis aujourd'hui, bon, qu'importe le passé maintenant, l'essentiel c'est d'agir d'urgence. C'est vrai, ce que dit Béjeta Etzib, c'est parfaitement vrai. Il faudrait qu'on l'entende de l'autre côté de la Méditerranée, et qu'on l'entende pas seulement par rapport à cette stratégie globale antiterroriste qu'on entend et qu'on attend depuis longtemps, mais aussi, et ça, je l'adresse aux autorités françaises, il faudrait quand même mettre un peu de cohérence
entre la sécurité intérieure, c'est-à-dire ce que le ministre de l'Intérieur a appelé les islamistes locaux ou intérieurs, je crois, que moi j'appelle les terroristes endogènes, c'est-à-dire nés en France, fils de la France, mettre une cohérence minimale entre la politique, ou entre l'exigence sécuritaire et la politique étrangère de la France, notamment par rapport à certains émirats, monarchies, pétro-monarchies, impliqués dans le financement et la logistique terroriste, islamiste, et aussi et surtout une cohérence par rapport à ce qui se passe en Syrie. Un État qui se respecte, un État porteur des valeurs des droits de l'homme. Oui. Pardon, je termine. Non, parce qu'on n'est pas à une tribune. Attendez. On n'est pas à une tribune de l'ONU, donc vous n'êtes pas là pour faire un discours, on est là pour dialoguer. Oui. On est là pour dialoguer. Je voudrais simplement avoir une précision. Dans votre esprit, votre région, à l'époque de Ben Ali, Moubarak, Kadhafi, c'était beaucoup mieux pour lutter contre le terrorisme. C'est vers ça qu'il faut revenir? Incontestablement. Mais ça ne veut pas dire que c'est à ce stade-là qu'il faudrait revenir. Non, mais la région se portait incontestablement nettement mieux qu'aujourd'hui. On a ouvert la boîte de Pandore, monsieur. Et quand on joue avec le feu de l'islamo-terrorisme, celui-ci finit par nous affecter chez soi. Merci, monsieur. Alors, moi, je veux dire, une cohérence, la cohérence surtout, j'aurais terminé, la cohérence surtout par rapport au soutien à des groupes qu'on dit résistants et qu'on dit libérateurs de la Syrie. Il faudrait que la France cesse de soutenir ces islamo-fascistes et ces islamo-terroristes. Et c'est ainsi qu'elle mettra un peu de cohérence dans son combat légitime et vital contre l'islamo-terrorisme partout dans le monde. Merci. Très fort, on va simplement être précis et dire que la France ne soutient pas de groupes terroristes en Syrie, simplement pour... En parlant moins fort. Merci. On s'arrête là. Il est 22h31. L'édition spéciale se poursuit sur iTélé. Un vendredi noir avec 2 attaques terroristes. Cet attentat sur le sol français, nous vous en parlions. Attaque dans une usine classée sévère.